Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Storia Voce pour un nouvel épisode des Grands Entretiens. Aujourd'hui avec Caroline Fourgeau-Laville à l'occasion de la publication de la Grèce antique aux éditions Perrin dans l'excellente collection Vérités et légendes. Bonjour Caroline Fourgeau-Laville. Bonjour. Vous êtes helléniste, doctoresse lettres et fondatrice de l'association Eureka. Vous avez publié aux Belles Lettres plusieurs ouvrages, Gravés pour l'éternité, La Grèce au fil des Écritures, Grec ancien express et Eureka, mes premiers pas en Grèce antique. Dans votre dernier livre, vous nous invitez à découvrir ou redécouvrir la Grèce antique au fil de 22 chapitres qui sont autant de réponses à des questions. Vous mobilisez approches historiques, archéologiques et anthropologiques pour dessiner le portrait d'une culture dont Cicéron disait qu'elle avait civilisé tous les peuples en leur enseignant la douceur et l'humanité. Les Grecs étaient-ils croyants ? Athènes fut-elle une démocratie modèle ? Les femmes vivaient-elles cloîtrées ? Quelques exemples des questions que vous abordez en faisant la part de l'histoire et du mythe et en nous apportant les derniers éclairages de la recherche. Mais avant de commencer cet entretien, je vous rappelle, chers auditeurs, que si tous nos contenus sont gratuits, vous pouvez nous soutenir par un don et qu'en fonction du montant de ce don, vous pourrez bénéficier d'un abonnement de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an au magazine Histoire et Civilisation. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien affiché dans la description de cet épisode et vous remercie d'avance. Caroline Fourgeau-Laville, avant de parler du livre qui vous amène dans le studio de Storia Voce, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre association Eureka ? Oui, merci. En effet, j'ai fondé en 2018 l'association Eureka qui vise à enseigner le grec ancien aux enfants entre 7 et 11 ans. Et donc, nous travaillons en partenariat avec les écoles primaires, à la fois des écoles primaires publiques et privées. Et c'est une façon pour nous de veiller à ce que les futurs hellénistes soient formés et que peut-être des petits garçons, des petites filles qui se vouent même aux sciences puissent faire du grec. Puisque, je le rappelle, il y a quelques années à peine, on vient de retrouver un traité d'Archimède et il est très bénéfique aux scientifiques de se mettre au grec parce qu'il est toujours possible de retrouver un très ancien traité et de pouvoir le déchiffrer avec aussi le regard d'un scientifique. Donc le grec ancien comme le latin ne touche pas seulement les lettrés. Avis aux parents d'élèves de Storia Voce, dont les enfants pourraient donc apprendre le grec. Caroline Fourgeau-Laville, première question sur le corps de votre livre. Qu'est-ce qu'être grec ? Est-ce une manière de vivre ? Est-ce parler une langue ? Dans ce cas, quelle langue ? Vous rappelez que c'est une question que les Grecs se sont eux-mêmes posées. Ah oui, l'esprit grec, en fait, très tôt, et je dirais même à l'aube de la pensée grecque, c'est-à-dire Homère déjà, fait apparaître une sorte d'identité grecque, mais c'est une identité, un amalgame d'identité en réalité à cette époque, puisque on le voit, il y a un kaléidoscope d'ethnoi, c'est ainsi qu'on désigne les Grecs qui se sont rassemblés pour aller affronter Troie et les Troyens. Et dans ce kaléidoscope de population, en réalité, ce monde se reconnaît dans des valeurs. Donc, je dirais qu'à l'aube de cette humanité grecque, on se reconnaît dans des valeurs. L'arrêté, le courage, toutes les valeurs héroïques. Et ce sont des valeurs qui vont traverser toute l'histoire de la Grèce antique. Au-delà d'Homère, qui lui a cité une seule fois, je crois, le terme d'Hélène pour désigner une partie seulement de la population en Thessalie. Eh bien, ce terme d'Hélène désigne aujourd'hui les Grecs, par exemple, qu'ils s'appellent eux-mêmes Hellines. Mais vous voyez, au fil du temps, en fait, on est passé d'un amalgame d'identité à quelque chose qui s'est construit petit à petit. Par exemple, Hérodote, lui a été le premier à proposer une formulation en appelant cette identité l'hellénikon, ce que je traduirais par hellénicité, pour ne pas dire hellénisme, qui est un terme connoté et qui intervient un petit peu plus tard pour recouvrant une autre réalité. Hérodote, lui, désigne cette identité grecque comme une communauté de sang, de langue et de rites et de croyances. Donc, je pense qu'il est tout à fait normal qu'un être comme Hérodote, qui a vécu aux frontières, en fait, aux marges de la Grèce, c'était un grec d'Halicarnasse, se soit interrogé sur cette identité grecque et lui ait trouvé quelques explications, notamment dans la langue, puisqu'on a souvent surtout retenu de la définition d'Hérodote le face-à-face qu'il exprimait, qu'il mettait en scène entre les barbares, auxquels il rendait visite régulièrement, dont il savait très bien qu'ils étaient aussi ses proches voisins, et les Grecs hellénophonoi, ceux qui parlent grec. Donc, on a surtout cristallisé autour de la question de la langue, mais au-delà de ça, petit à petit, la question de cette identité grecque a évolué. Par exemple, avec les guerres médiques,
L'identité, c'est radicalisé, je dirais, et c'est politisé. Quand on lit Échille, par exemple, c'est très beau d'ailleurs, mais Échille montre à quel point les Perses et les Grecs sont différents d'un point de vue essentiel, c'est-à-dire la liberté. Ce sont des êtres libres qui combattent. Les Grecs sont des êtres libres, au contraire des soldats du grand roi. Donc, petit à petit, l'identité se façonne au fil des contraintes, des difficultés, des guerres. On sait mieux qui on est, c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Et on arrive avec Isocrate qui va formuler, lui, différemment encore cette identité, en insistant sur la paideia, sur la culture, en disant, mais au fond, c'est tout simplement parce qu'il sait que Philippe de Macédoine arrive, et avec lui, Alexandre, la conquête, et donc une autre vision de l'hellénisme, cette fois, employons le terme. Et Isocrate, lui, dit, mais non, au fond, les Grecs, ce sont tous ceux qui se reconnaissent dans la culture grecque. Et je dis d'ailleurs à mes petits élèves, je leur dis, écoutez, soyons tous grecs, formule Isocrate. Je vois. Suivant sa formule. Un élément qui est absolument constitutif et fondateur de l'identité grecque, c'est la guerre de Troie. C'est ce que rappelle l'historien Thucydide. C'est la première entreprise commune aux Grecs. Que peut nous apprendre l'archéologie sur cet épisode ? Oui, et d'ailleurs, puisque je n'avais pas parlé de Thucydide, mais Thucydide lui-même, justement, dit qu'avant cette guerre, les Grecs n'étaient pas grecs. Ça, c'est tout à fait étonnant, c'est-à-dire que pour lui, évidemment, c'est ce face-à-face avec les autres, c'est ce sentiment de commune appartenance qui naît de l'expérience de la guerre. Et Thucydide donc parle de la guerre de Troie comme constitutive de l'identité grecque, et il faut dire que Troie est restée dans l'imaginaire de tous. Moi, je me suis interrogée, je me suis dit, mais enfin, pourquoi le récit d'un conflit aussi retentissant soit-il a traversé à ce point non seulement les siècles, mais les millénaires. C'est tout à fait étonnant, puisqu'on a toujours été dans un monde en conflit. Pourquoi ce conflit particulièrement aurait donné naissance à de si beaux vers ? Et en fait, je pense que c'est parce que la beauté a une fonction. On s'interroge souvent sur le sens de la beauté, et je crois que la beauté a une fonction conservatoire. Elle a une mission, c'est de garder mémoire. Et elle le fait très bien. Et en effet, il est fort probable que ce conflit qui a eu lieu sur cette rive aujourd'hui de la côte turque ait eu une réalité historique. Alors, c'est un doux rêveur, on dira, Heinrich Schliemann, qui le premier a fait ce pari. Et on doit à ce premier grand rêveur, non pas d'avoir seulement trouvé Troie, mais en réalité de nous avoir légué un site archéologique de toute première importance. Et en effet, au fil une succession d'archéologues, tous plus talentueux les uns que les autres, plus ou moins connus d'ailleurs du grand public, mais je veux dire de Blegen jusqu'à Manfred Korpfmann par exemple, ont réussi à obtenir des réponses de ce lieu extrêmement mystérieux et qui a galvanisé tous les imaginaires depuis Schliemann jusqu'à aujourd'hui. Et on a découvert, en effet, parce que Manfred Korpfmann a voulu, lui, partir de zéro, en se disant il faut débarrasser ce site de toutes ces légendes, et moi je vais le traiter comme n'importe quel site. Et il a mis quelques années, mais a finalement validé l'intuition de Schliemann, valider les trouvailles de Blegen, et à comprendre que Troie n'était pas seulement ce petit lopin de terre, cette citadelle qu'on avait mise au jour, parce qu'elle aurait été quand même un peu étroite pour la cité d'ampleur décrite par Homère, mais qu'elle s'étendait bien au-delà de ce que l'on imaginait, et il a réussi à mettre au jour en fait des vestiges, des installations, c'est-à-dire toute une ville basse qui était recouverte par la mer à l'époque, enfin qui était en bordure de mer à l'époque, la mer s'est éloignée, et donc qui corrobore tout à fait les descriptions homériques. Et est-ce que ces vestiges archéologiques confirment un épisode violent de la guerre de Troie, et notamment le siège ? Vous consacrez des lignes au cheval de Troie, je crois qu'on n'a pas retrouvé de traces du cheval, mais d'un siège violent.
Alors oui, il y a eu des traces d'un siège violent. Donc, un conflit est attesté, des flèches sont retrouvées, des cadavres, hein, enfin des squelettes sont retrouvés à l'intérieur de la ville, ce qui évidemment laisse entendre que le siège a été violent et qu'on n'a pas pu enterrer les morts en dehors de l'enceinte, Oui. ce qui évidemment n'est pas commun à cette époque. Et en fait, c'est surtout, vous voyez, moi j'insistais sur la langue au début de notre entretien. Et je crois beaucoup au pouvoir du langage. Je crois que le langage est un excellent artefact. Et souvent, les mots, la façon dont ils sont exprimés, ou les lettres, ou les inscriptions, nous sont une aide précieuse pour déchiffrer le monde qui nous entoure. Et c'est le cas de Troie. Parce que sans les travaux des hittitologues, nous ne saurions pas qu'en réalité, il y a eu un affrontement, mais qui n'était peut-être pas celui des Grecs contre les Troyens, l'affrontement imaginaire et symbolique, mais d'autres types d'affrontements entre deux puissances qui régnaient à ce moment-là, on est au-delà de 1200-1280 avant Jésus-Christ, sur le bassin méditerranéen, c'est-à-dire d'un côté les Hittites sur l'Anatolie et de l'autre côté les Mycéniens. Alors, si l'archéologie nous a confirmé l'existence de Troie, vous consacrez également un chapitre à la cité de l'Atlantide qui relève apparemment du mythe, même si des archéologues continuent à la chercher. Ah oui, et même certains l'ont trouvée, et vous pourrez la lire, page 48 de mon livre, pour ne pas spoiler, comme on dit. Mais oui, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que les mythes, souvent, nous entraînent vers un petit peu plus de réalité. Moi, je pense vraiment que nous devons prendre au sérieux les légendes, nous devons prendre au sérieux les mythes. Elles sont souvent des indices qui nous permettent de nous conduire vers, vers l'histoire, dans ce cas-là, de plus concret. Et c'est le cas de l'Atlantide, qui est évidemment un mythe, mais qui a tout de même été un mythe qui a été mal compris à deux niveaux, je dirais. D'abord, c'est un mythe qui a été écrit par Platon, donc un mythe qui vient d'un philosophe. C'est quand même déjà la première curiosité. Évidemment, c'est tout l'humour de Platon, tout ce second degré dont il fait montre dans la plupart des textes qu'il écrit. Et il singe un peu les mythes, évidemment, pour créer sa propre fable politique. Donc c'est ce que vous découvrirez dans le livre. On voit très bien que Platon, en fait, met en scène Athènes, les excès d'Athènes, et donc sa perte. C'est un peu la symbolique qu'il met en place à travers l'Atlantide. Mais on a pris au sérieux ce mythe, et donc des atlantologues sont nés, et de siècle en siècle se sont mis à rechercher l'Atlantide. Alors évidemment, la plus fameuse des hypothèses, c'était Santorin. Santorin, l'explosion majeure en 1600, alors bon, on n'arrive pas à la dater, autour de 1650, peut-être un peu avant, a provoqué des séismes en cascade, des tsunamis dans toute la région, et a mis fin, même on le dit, à une civilisation. Mais il n'empêche que la cité d'Acrotyrie que l'on a retrouvée sur le cratère de Santorin n'est pas submergée, puisqu'elle est sur le cratère. Donc ça n'est pas très probant. Et on a mis au jour Acrotyrie en 1967. Mais au même moment, un autre homme mettait au jour... Enfin, et le terme est donc très mal choisi, puisqu'il s'agit d'une cité subaquatique, une cité de l'âge du bronze tout à fait exceptionnelle, et aujourd'hui qu'on peut considérer comme la plus ancienne cité engloutie. Donc oui, donc la fable nous mène souvent vers une connaissance de notre univers, et il faut savoir suivre ses rêves. Alors vous avez mentionné l'importance de prendre au sérieux les mythes, les croyances. Les Grecs croyaient-ils en leurs dieux? Croyaient-ils en leurs mythes? Est-ce que le terme de croyance ou de religion est le plus adapté? Oui, c'est une question très délicate, et qui avait été posée par Paul Venn, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, dans un livre très court et alléchant, où on pense trouver plein de réponses. Et le livre de Paul Venn, habilement, montre surtout ce vers quoi on ne doit pas aller pour penser la société grecque. Donc, il insiste sur la notion d'irrationnel assumée des Grecs, et de cette coïncidence, de cette
coexistence possible de l'irrationnel à Athènes, cité du Logos. Donc, que faut-il penser de ces croyances, de ces mythes dans une société comme la société athénienne qui a été à l'aube de bien des découvertes, à la fois dans le domaine de la raison, philosophiquement, scientifiquement, etc. Eh bien, peut-être devons-nous approcher la société grecque d'une autre manière, et c'est le travaux de bien des chercheurs que je relaie ici dans ce livre, notamment ceux de Vinciane Pirène-Delforge, qui montrent très bien, qui explorent très bien les rites et de quelle manière les Grecs, en fait, étaient plus pratiquants peut-être que croyants. Le Parthénon est considéré par beaucoup comme le symbole éclatant de la civilisation grecque. Vous rappelez que sa construction a scandalisé pour des raisons artistiques, politiques, dans une polémique qui finalement nous apparaît comme très moderne. Extrêmement moderne. En fait, j'ai découvert ça en l'écrivant. J'ai été stupéfaite par ce paradoxe incroyable qui fait que le Parthénon est à nos yeux un monument de classicisme, répété en écho à peu près partout dans le monde, dans n'importe quelle sous-préfecture, on imite le Parthénon. Mais il se trouve que le Parthénon est à bien des égards révolutionnaire et choquant. Et il est choquant à plusieurs niveaux. Il est choquant d'abord parce que financièrement, il est sans doute le fruit d'un détournement de fonds. Et ça a été très bien vu des Athéniens et des cités qui étaient ponctionnées. N'oublions pas qu'Athènes fonctionnait comme un empire en réalité, qui prélevait des impôts auprès de toutes les cités qu'elle avait sous sa protection. Et ce trésor, le trésor de la Ligue de Délos, avait été abrité à Athènes, mais servait surtout à alimenter les splendeurs d'Athènes, et donc tout cela choquait évidemment formidablement. Donc, d'abord, scandale financier. Ensuite, scandale architectural, parce qu'il s'agit aussi d'un lieu un peu innovant. Le Parthénon n'a pas les proportions d'un temple ordinaire. Il joue sur les proportions, il joue avec les canons. On trouve à la fois du dorique, du ionien. Et puis, il y a le scandale de cette frise. Parce que moi, jusqu'ici, je vous avoue que je comprenais sans comprendre le problème du retour des biens culturels et la cristallisation autour de cette fameuse frise du Parthénon. Et j'ai compris, et j'espère que les lecteurs comprendront à la lecture du chapitre sur le Parthénon, pourquoi la frise du Parthénon est à ce point symbolique. Eh bien, c'est parce que c'est comme une déclaration politique dans le marbre. Elle engage une nouvelle vision du monde. Elle engage une autre définition de l'homme dans le monde. Et c'est pourquoi elle est si importante pour l'identité grecque et surtout pour les Athéniens du 5e siècle. Alors, cette construction du Parthénon a été tellement coûteuse, tellement scandaleuse, que vous dites dans votre livre que c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase et peut-être provoqué la guerre du Péloponnèse. Oui, en tout cas, il est certain que les excès d'Athènes, ces fameux excès auxquels je faisais référence à travers Platon et sa critique et sa fable politique de l'Atlantide, il est certain que les excès d'Athènes ont précipité sa chute. Et les petites cités, par exemple, la fameuse petite île de Milos, enfin aujourd'hui on l'appelle Milos et j'y étais encore il y a quelques mois, on y respire le bonheur, la quiétude, la beauté. Or, c'est une île qui a subi des massacres. Les Athéniens n'ont pas accepté que Milos se rebelle et ont envoyé des hommes massacrer les populations et réduire les femmes en esclavage, les femmes et les enfants en esclavage. Donc, comment voulez-vous qu'une société puisse tenir sur une telle violence, une telle oppression des autres? Sans doute pas. Le Parthénon est aussi la construction d'une démocratie athénienne sûre d'elle, à son apogée, au paroxysme de sa puissance. Selon les critères européens actuels, est-ce qu'Athènes est une démocratie moderne et modèle ?
Alors, Athènes, elle n'est pas une démocratie modèle. Maintenant, on le sait, on le sait très bien, mais elle est au moins un modèle, elle a le mérite de proposer un modèle de démocratie. Moi, c'est ça que je dirais. Et c'est un peu là-dessus que j'ai essayé de m'attarder, c'est-à-dire qu'en effet, sont mis en place quand même les principales valeurs qui sont encore les nôtres, c'est-à-dire le souci de la participation générale, du plus grand nombre. Ça, c'est très important. Le vote, la prise de parole, c'était les vœux premiers. La réalité est tout autre, évidemment, puisqu'on sait à quel point elle a été discriminante. Les femmes n'avaient pas, évidemment, accès à la vie civique, ni même les métèques, qui payaient pourtant un impôt de résidence et qui auraient pu avoir droit au chapitre. Et évidemment pas les esclaves qui étaient massifs dans cette société. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Paulin Esnard, par exemple, a très bien montré combien cette démocratie reposait sur l'esclavage. Parce que pouvoir, par exemple, venir assister à une assemblée, une journée, alors qu'on est un petit paysan ou qu'on est un artisan, il faut pouvoir déléguer. Alors, même s'il y a eu le mistos mis en place par Périclès, il n'empêche que la démocratie prend du temps et elle est devenue de plus en plus une démocratie de professionnels. Et les laissés pour compte, évidemment, étaient le petit peuple, incapable de pouvoir lâcher son travail, incapable de pouvoir aussi s'adresser aux autres, parce que faute d'éducation, faute de pouvoir aussi avoir accès à des écoles de rhétorique, ce qui n'était pas le cas des populations les plus aisées. Donc les inégalités se sont fait jour et c'était inévitable. Néanmoins, et c'est là toute la valeur de ce monde grec et qui me passionne tellement, c'est que la Grèce, les Grecs ont formulé leur propre critique, leur propre autocritique. Donc, ils sont très estimables de ce point de vue. Rares sont les mondes dans lesquels on propose et en même temps on critique. C'est la preuve quand même de sociétés extrêmement vives et extrêmement brillantes. Caroline Fourgeau-Laville, aujourd'hui, pas plus qu'hier, la Grèce n'est un paradis climatique ou un paradis géologique. En s'y adaptant, les Grecs n'ont-ils pas été les premiers écologiques au sens premier d'écologie, c'est-à-dire les penseurs de l'environnement ? Ah oui, ce sont des écolos. D'abord, à tout point de vue, parce que les premiers philosophes étaient les philosophes de la physis, c'est-à-dire les Grecs ont pensé le monde. Il faut dire qu'en Grèce, le monde se rappelle à vous à chaque seconde. Moi, j'ai vécu 5 années en Grèce et tous les jours, il y avait un séisme. Donc, on ne peut pas oublier que la nature est présente et qu'elle peut être beaucoup plus forte que vous. Donc, les Grecs ont déployé un arsenal de ce que j'appellerais de construction préventive, de gestion des risques. Bon, je me suis amusée en écrivant ce chapitre sur les Grecs étaient-ils écolos, parce que évidemment ça tombe sous le sens, hein, mais c'était quand même assez étonnant de rassembler tout ce qui a été créé par eux, inventé par eux, mis en place par eux, pour arriver à vaincre la sécheresse, par exemple, enfin en tout cas à s'adapter à des conditions climatiques souvent très difficiles, pour arriver aussi à bâtir malgré des séismes très forts, pour arriver à mettre en place des solutions de solidarité. Vous voyez, ils sont écolos. Et puis aussi, comme ce sont aussi des hommes des cités, arriver à mettre en place, par exemple, aussi la gestion des déchets. Donc oui, ils ont été écolos et je dois dire que j'ai découvert beaucoup de choses en écrivant ce chapitre. Si on tient compte de ces conditions climatiques difficiles, quel régime alimentaire les Grecs pouvaient-ils extraire de leur environnement ? Et oui, conscients des famines, les Grecs prenaient la mesure, et c'est vrai un peu d'ailleurs dans tous les aspects de la société. Donc, vous voyez, ça m'amuse souvent parce que le texte le plus connu probablement de la Grèce antique, c'est le banquet. Et si on pense assister à un banquet festoyant et avec un menu très garni, on sera un peu, voilà, on restera un peu sur sa faim parce que ce n'est pas le cas. Évidemment, le banquet, le symposium, c'est surtout
l'esprit de la commensalité, c'est-à-dire un moment de rencontre, un moment d'échange de beaux mots, de culture et de joute intellectuelle. Donc, d'ailleurs, le début du banquet, je crois, il est question de sobriété pour pouvoir échanger, et voilà, et de mise en garde sur ce plan-là. Donc oui, c'est un peuple sobre, et d'ailleurs, ça s'accorde parfaitement aussi, n'oublions pas, à Hippocrate, père de la médecine, comme on le dit souvent, et Hippocrate qui prenait aussi une juste mesure et en effet des régimes très adaptés, c'est-à-dire essentiellement végétariens, puisque les viandes et le poisson étaient, les viandes en tout cas réservées essentiellement au rite, au culte, et les poissons, bon, pour les grandes occasions ou dans des familles plus aisées. Les Grecs étaient, c'est connu, des buveurs de vin, un vin coupé, un vin pas trop fort. Le vin fort était réservé pour des circonstances médicales, vous le rappelez dans votre livre. Vous attirez aussi notre attention sur le fait qu'ils ne buvaient pas de bière alors que tous leurs voisins en buvaient. Ah oui, alors ça, c'est scandaleux. J'ai lu plusieurs hypothèses sur le sujet. Alors c'est scandaleux parce que ça semble peu probable quand même qu'il y ait eu des frontières et que tout à coup, on n'aurait pas fabriqué de bière en Grèce. Alors, il y a eu plusieurs hypothèses. Certains ont dit qu'en fait, les auteurs que nous lisions étaient des auteurs de la très bonne société qui, évidemment, n'étaient pas buveurs de bière, donc ils ne relayaient pas ce savoir-là. C'est encore le cas aujourd'hui, d'un certain côté. Ce qui est possible, oui, tout à fait. Alors, bon, retenons cette leçon, pourquoi pas. Il y a aussi d'autres explications. On a certainement dû fabriquer de la bière, en tout cas probablement dans les palais mycéniens, etc., puisqu'on a retrouvé sur certains sites qui ont été analysés, puisque maintenant on dispose quand même d'outils extrêmement performants pour savoir ce qui se trouve dans les amphores. Donc on a retrouvé des traces de fermentation, d'orge, qui laissent penser que les bières étaient consommées, même des petits biberons, ce qui n'est pas très étonnant parce qu'en fait, justement, et j'en parle dans le livre, de même que le vin est un médicament, c'est aussi le cas de la bière qui pouvait être administrée aux enfants pour les revigorants, couper de lait cette fois, enfin voilà. Donc voilà, c'est encore quelque chose à explorer puisque après les âges obscurs, en tout cas, on n'a plus du tout de traces qui pourraient conforter cette consommation de bière en Grèce. Caroline Fourgeois-Laville, à vous lire, il faut donc renoncer à cette image des Grecs bons vivants pour obtenir des Grecs sobres. Sont-ils néanmoins des jouisseurs des plaisirs de la chair ? Moi, franchement, je ne saurais dire parce que la première inscription qu'on trouve, qui date du 8e siècle, c'est la coupe de Nestor. Et quand on lit cette première inscription, qui est donc la porte d'entrée vers la Grèce antique, c'est une coupe qui laisse entendre quand même une grande partie de plaisir, puisqu'elle indique que celui qui va boire dans cette coupe va être saisi immédiatement du désir d'Aphrodite. Donc on voit très bien que ça n'est quand même pas une société d'une très très grande rigueur, il ne faut jamais trop exagérer, mais cependant je crois que sur bien des plans on aurait tort de penser qu'il s'agissait d'une société permissive et où tout était voilà, c'était une société très codifiée. Et c'est vrai sur tous les plans, et notamment aussi alors on l'a vu sur les rites, le religieux, mais aussi socialement, la sexualité, la place de l'homosexualité, la place des femmes, enfin voilà, tout était très codifié. Vous parlez de cette codification qui était bien connue pour le monde romain. C'est une codification où le statut social entre amants est très important. Oui, voilà. Je crois qu'en fait, par exemple, le terme d'homosexualité n'était pas employé, évidemment, c'est un terme très récent. Et en fait, la sexualité était codifiée en fonction du statut social. Donc, l'homosexualité n'était pas acceptée quand elle était entre hommes du même âge et du même statut social.
là, elle pouvait vraiment choquer. Et je fais référence à cela dans le chapitre concernant l'homosexualité, par exemple, comment on a pu écarter un homme qui était un citoyen, mais qui vivait en état-ir, si vous voulez, avec un homme, et qui donc a été déchu de sa possibilité de parler devant l'Assemblée. Donc l'homosexualité, en fait, était acceptée. Vous évoquez la condition féminine dans la Grèce antique et vous faites un sort à cette idée reçue du gynécée, cette pièce de la maison réservée aux femmes, qui n'a pas été confirmée par l'archéologie. Les femmes grecques étaient-elles néanmoins des femmes cloîtrées ? Oui, alors ça, c'est une question fondamentale. Et je me souviens, quand j'ai appris le grec quand j'étais petite, on m'enseignait que le gynécée existait. Donc, c'était des catégories de pensée, en fait, même qui nous ont été transmises à nous, comme allant de soi. Or, dès les années 70, des premiers chercheurs ont commencé à s'intéresser à ce sujet aux États-Unis et ont montré, et c'est le cas de Lisa Nevet, par exemple, qui s'est attachée à étudier, par exemple, des plans de maisons pour essayer de retrouver ce gynécée sans en trouver vraiment la trace archéologique. Donc, ce qu'on sait archéologiquement, c'est que la maison était tournée autour de l'androne, qui était une pièce de réception et, comme son nom l'indique, réservée aux hommes. Et la vie sociale, en fait, était autour des hommes et entre eux. Alors, même si lors des symposiums, par exemple, des danseuses, des musiciennes pouvaient être présentes, la maîtresse de maison n'aurait pas été présente. Elle allait dans d'autres pièces de la maison, mais pouvait circuler librement. C'est à peu près ce sur quoi tout le monde est d'accord. Néanmoins, vous voyez, quand on parle de cette absence du gynécée concret, disons, se matérialisant par une pièce à part entière, il y a quand même à nuancer, parce que dans bien des textes, ce gynécée existe. Et les auteurs en parlent, mais et ils en parlent, par exemple, je crois que c'est dans une plaidoirie qui fait écho à un mari trompé, donc qui décrit sa maison et comment sa femme l'a trompé dans les appartements qui étaient au-dessus. Et il parle de gynécée, vous voyez. Je crois que c'est je ne sais pas si c'est chez Lysias ou voilà. Et donc, on voit très bien qu'en effet, dans des maisons, sans doute, là encore, il y a plusieurs sociétés. Dans une maison d'un statut un peu plus aisé, sans doute, pouvait-on se permettre d'avoir des appartements dévolus aux femmes. Mais dans l'ordinaire, sans doute pas. Les femmes étaient de toute manière amenées à sortir, à retrouver l'extérieur pour les rituels et les rites civiques ou religieux. Oui, et elles auraient été condamnées de ne pas y aller, de ne pas s'y rendre, puisque le CBIA, puisqu'on a parlé de la croyance, était fondamental. Le fait de ne pas se rendre à un rite, de ne pas se rendre à une fête, est passible d'ACBIA, c'est-à-dire, justement, c'est l'un des chefs d'inculpation d'un certain Socrate. Donc, c'est à prendre au sérieux. Donc oui, les femmes sortaient en effet, elles avaient des rôles dans les rituels, elles avaient des fêtes qui leur étaient réservées, d'ailleurs aussi, comme les thesmophories par exemple. Mais néanmoins, la circulation des femmes dans la société était contrainte. Vous avez évoqué l'importance de la beauté dans l'identité, la manière dont les Grecs pensaient leur identité. Vous vous rappelez dans votre livre que finalement la guerre de Troie, le casus belli de la guerre de Troie, est un concours de beauté. Pourriez-vous développer un petit peu plus pour les auditeurs Historia Voce le concept grec de kalos kagatos ? Alors, le kalos kagatos, c'est celui qui doit être beau et bon, c'est-à-dire qu'il doit réunir à la fois une exigence de beauté physique et intellectuelle. Et le kalos kagatos, c'est l'idéal grec, c'est le gentleman, si vous voulez. La kalokagatia, c'est vraiment un idéal autour duquel s'est construite cette société qui rivalisait, parce que en effet, j'ai ouvert le chapitre sur cette rivalité première qui a ouvert la guerre de Troie, ce concours à la plus belle, n'est-ce pas, de la pomme d'or, Thécalistée à la plus belle.
Mais au fond, les Grecs ont pensé la beauté, l'ont recherchée, et avec beaucoup d'humilité et d'ambition conjuguées. Par exemple, vous voyez, Platon, enfin, avec toute cette réflexion sur la réminiscence, montre combien les âmes ont été au contact du beau et dans le monde sont à la recherche des reflets de cette beauté et des reflets fragmentaires, évidemment. Et il y a aussi un très, très joli dialogue entre Socrate et Clayton dans C'est chez Xénophon, qui montre aussi, Socrate s'adresse à l'artiste en lui disant, mais enfin, pour faire une seule représentation, une très belle statue, tu es obligé en fait d'aller chercher un détail chez l'un, un autre chez l'autre. Et en fait, la beauté n'existe jamais assemblée dans la nature, elle est fragmentée. Et ça, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que les Grecs ont conscience de cette quête qui est la leur, et c'est d'ailleurs pourquoi ils ont produit de si belles œuvres, je crois, c'est qu'ils ont à chaque fois été plus loin dans cette quête de l'idéal. Et c'est vrai à tout point de vue, c'est-à-dire que tout en étant absolument conscient d'aller vers un échec, hein, puisque ce serait un péché d'hubris, d'une certaine façon, que de réaliser cette beauté qui n'est que du domaine des dieux, qui ne peut pas être du domaine de l'ici-bas. Ils ont pourtant fait des propositions et sont partis en quête de beauté inlassable. Et d'ailleurs, on parle d'une société d'agone. C'est une société du concours, la société grecque. L'agone, c'est ça, ce sont les jeux, ce qu'on appelle nous, par exemple, les Jeux olympiques, c'était des agones. C'est évidemment à la fois la force physique et les prouesses, à tout point de vue. La recherche de la beauté, c'est également la recherche de la bonne santé. Un beau corps est un corps en bonne santé. Dans cette recherche de la bonne santé, les Grecs nous ont-ils légué une conception moderne de la médecine scientifique ? Oui, ils ont été habiles. Par exemple, Hippocrate, qui est le contemporain de Socrate, a entamé une transition en douceur et très diplomatique. C'est-à-dire que on le présente souvent comme le père de la médecine scientifique. Et de fait, il a fondé des académies, des mousséiones, des écoles, mais il a fait ça très habilement. Et d'ailleurs, comment pouvait-il en être autrement, puisqu'il est lui-même descendant des Asclépiades, c'est-à-dire de ces familles issues d'Asclépios, le dieu de la médecine, le fils d'Apollon, justement. On parlait de la beauté, et vous voyez, là encore, on a ce lien à la beauté, de la santé avec la beauté. Eh bien, oui, donc il a su ménager en fait à la fois la médecine divinatoire et la médecine scientifique. C'est-à-dire, il n'est pas entré en conflit avec les siens et il a réussi à amorcer ce changement d'une façon très habile en disant, ben voilà, les maladies relèvent de l'homme, même si le corps relève des dieux, même si nous sommes leurs produits, il n'empêche que nous avons à soigner les hommes, puisque ça relève de notre responsabilité. Vous terminez votre livre sur la figure d'Alexandre le Grand, le roi de Macédoine. Quel impact d'Alexandre le Grand sur la culture grecque ? Vous parlez d'une culture qui entre en fragmentation et en multiplicité. Ah oui, alors c'est évidemment... alors, Alexandre est à la fois en rupture complète avec ce monde grec exposé tout au fil des pages. C'est vraiment un homme de rupture, mais en même temps, il va permettre une renaissance de l'hellénisme et bien au-delà des frontières naturelles de la Grèce. Donc cette fragmentation, elle est, je ne savais pas que j'avais employé ce terme, mais bon, c'est peut-être un peu excessif, mais ou plutôt il a semé, parce que fragmentation, on pourrait penser qu'il a semé quelque chose qu'il a cassé, qu'il a brisé, mais je ne suis pas sûre qu'il ait brisé. Il a plutôt converti, il s'est plutôt engagé dans une nouvelle voie, et surtout il a réussi en adoptant par exemple la koiné à permettre à bien des peuples autour de la Méditerranée à parler grec.
Caroline Fourgeau-Laville, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre livre La Grèce antique est publié chez Perrin dans la collection Vérités et légendes. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Storia Voce sur votre plateforme d'écoute favorite. À très bientôt pour une nouvelle édition des Grands Entretiens.